Après le dernier code forestier qui a été promulgué, je crois, en 2002, ce code forestier prévoit un modèle plus durable de l'exploitation forestière. Mais je voudrais quand même dire ici que ce plan, ce code forestier demeure dans la vision de tout écologiste qui essaie de l'analyser, plutôt un code d'exploitation forestière. Ce n'est pas vraiment un code de gestion forestière, de gestion intégrée de toutes les ressources forestières, des écosystèmes forestiers, de façon à ce qu'ils puissent être mis dans une dynamique de développement durable. Donc le code forestier dont nous disposons aujourd'hui, oui, prévoit déjà un certain nombre de régulations pour mieux contrôler l'exploitation, bien qu'on n'a pas fini de développer tous les outils de contrôle, notamment ce qu'on a appelé la grille de traçabilité des exploitations forestières pour essayer de voir si tel bois a été exploité selon toutes les réglementations qui étaient mises en place. Mais il reste encore à améliorer notre gestion de la forêt et considérer ça vraiment comme dans sa phase intégrative, dans sa phase holistique. Ce que nous appelons forêt, ce que l'exploitant forestier appelle forêt, c'est les grumes qu'il peut en tirer. Ce qu'un habitant de la forêt appelle forêt, c'est son cadre de vie et tous les services qu'il peut lui rendre. On n'est pas encore réussi à concilier les deux de façon à avoir une vision holistique de la forêt et à la gérer de manière qui prend en compte les intérêts de toutes les parties, tout en préservant évidemment la contribution du capital forestier national à la lutte contre les changements climatiques. Alors, 60 ans se sont écoulés, mais il y a 40 ans devant nous pour que nous puissions célébrer le centenaire de la gestion de notre environnement. Quelles sont les projections, quelles sont les perspectives? Vous savez, 40 ans, c'est beaucoup. 40 ans, la plupart des jeunes femmes entrent dans la ménopause. Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à faire quelque chose de ces 40 nouvelles années, nous allons entrer dans une sorte de ménopause. Donc il sera impossible d'être encore beaucoup plus productif. Donc si je dois tenir compte des évolutions prospectives des modèles économiques de l'avenir, et je vois les 40 ans que nous avons devant nous, je pense que on devrait plutôt développer une économie moins extravertie. Je vais m'expliquer un peu. Aujourd'hui, sur le plan des recettes, nous nous basons essentiellement sur des recettes liées à l'exportation des matières premières, des ressources naturelles, principalement les minéraux, mais aussi le bois. Bien que le niveau de contribution de ce secteur à l'économie nationale est vraiment très bas par rapport à son potentiel si nous essayons de l'intégrer dans une économie nationale introvertie. Je vais donner un simple exemple. Nous avons la réserve la plus grande de cobalt au monde. Le cobalt est la ressource stratégique pour l'électronique aujourd'hui, notamment pour autonomiser l'énergie de tout ce qui est comme électronique portable, que ce soit véhicule, appareil portable, etc. Mais le Congo n'a jamais songé à mettre en place ne serait-ce qu'une usine pour fabriquer localement des batteries. Vous voyez, alors que nous avons la ressource la plus importante au monde pour pouvoir produire ces batteries. Ce sont des exemples très simples. Nous avons le cuivre. Nous exploitons le cuivre depuis qu'on a mis en place l'Union minière du Haut-Katanga. Mais on n'a pas une seule usine au Congo qui fabrique des câbles électriques. Nous sommes obligés de les importer. Nous avons le diamant. Je ne pense même pas qu'on a un Congolais qui sait tailler le diamant. Alors que nous sommes parmi les fournisseurs les plus importants de diamants. Donc, si seulement nous arrivons à construire des modèles économiques qui intègrent la transformation nationale, ne serait-ce que d'une faible proportion de nos ressources que nous mettons dans l'exportation, nous pouvons changer la donne sur le plan économique avec nos ressources naturelles. Les ressources en eau de la RDC, elles sont parmi les plus abondantes au monde, principalement les eaux douces.
nous avons un réseau hydrographique parmi les plus denses au niveau des pays au monde. Et donc qui pourrait fournir une logistique importante pour le déplacement des personnes et des biens. Mais je ne sais pas combien de kilomètres de notre réseau hydrographique sont mis à contribution, ne serait-ce que pour supporter la logistique, c'est-à-dire pour la navigation. Et nos ressources hydrauliques elles-mêmes, on n'arrive même pas à fournir de l'eau potable à la population, alors que nous avons les stocks d'eau douce parmi les plus importants au monde. Mais je suis sûr que si aujourd'hui on mettait en place une dynamique pour commencer à fournir de l'eau à l'extérieur, nous serons parmi les plus grands fournisseurs d'eau douce partout au monde. Nous avons le potentiel hydroélectrique parmi les plus importants au monde. On est en train de penser du projet Grand Inga. Il y a même des discussions internationales qui se tiennent, mais qui sont focalisées sur la fourniture de l'énergie hydroélectrique à d'autres pays, mais pas à leur distribution intérieure. Vous voyez, nous continuons à réfléchir dans cette optique d'une économie extravertie qui ne nous a pas servi pendant les 60 ans. Et si ces 40 années qui nous restent avant la centenaire, lorsqu'on a 100 ans, on commence à mourir, hein. Le pays, évidemment, il a une durée de vie beaucoup plus longue, mais quand même 100 ans, c'est un moment clé. Si on n'est pas arrivé à décoller à 100 ans de l'indépendance, je pense qu'il faut mettre la croix sur le développement dans ce pays. Donc si nous ne mettons pas les 40 ans qui viennent à développer une économie introvertie, des modèles économiques basés sur la valorisation nationale de nos ressources naturelles, nous aurons manqué le train encore pour les 40 prochaines années.